Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera voir jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Mélismel et Mouloudji, il faut vivre. Vous écoutez Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître. Et sans publicité de la Fédération anarchiste, l'émission Intifada qui maintenant va vous parler des nouvelles de la Palestine. Voilà. Que devient Ahed Tamimi? Pas d'informations sur son incarcération, la date de son procès, de sa famille, ses parents et sa petite cousine, qui ne semblent pas tristes non plus. Qui a le reportage dans la peau depuis sa prime enfance et filme et photographie à tout va les exactions de l'armée d'occupation de l'État colonial israélien. Elle prend ainsi le risque de perdre sa vie. Une banalité dans l'enfer de la Palestine occupée. Depuis 70 ans que la fête à neuneux mortifère du sionisme prospère dans ce petit pays où jadis, jardin d'Éden, y coulait le miel et l'huile d'olive,
et que tous les fruits du jardin défendu y mûrissaient. Car ainsi que le rappelait le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, la Palestine n'a jamais été le désert décrit par les envahisseurs pour justifier son occupation. Et rappelait à propos de ce chef d'orchestre, qu'il a pris la nationalité palestinienne et fondé un orchestre symphonique israélo-palestinien. Non, tous les juifs de Palestine ou d'ailleurs ne sont pas des foutus racistes et n'approuvent pas tous ce que fait vivre aux habitants de cette terre l'État colonial israélien. Et même d'anciennes victimes de la Shoah, telles Janina Eshles, militent pour la cause palestinienne. Ils savent, eux, dans leur chair et dans leur âme, le prix de la vie et de la liberté. Aed Tamimi, dans sa geôle, éprouve, dans sa chair et dans son âme. Bon, Robert, c'est difficile. Il faut. Bon, je vais. Ton papier, en fait, effectivement, nous demande ce que devient Aed Tamimi. On n'avait pas de réponse. J'ai lu un article sur Alter Info qui nous apprenait que le procès de Aed Tamimi était reporté au 21 mars, qu'il y avait, je crois, une première audience en public, mais qu'après tout allait se passer à huis clos et que personne ne peut aller la voir, sa famille ne peut rien savoir. Donc, voilà, on peut se demander cet État démocratique d'Israël, comme il aime à se nommer, où est-il, quoi. Ouais. Voilà, Aed Tamimi, dans sa geôle, éprouve dans sa chair et dans son âme ce qu'ont éprouvé les victimes de la traque nazie depuis l'accession de Hitler à la chancellerie en 1933. La même absurde logique de mort pour ceux qu'on décrète des non-êtres. Vous m'excusez, ça me défonce. Bon, j'essaye de continuer. Les uns du national-socialisme à la sauce hitlérienne et leurs clones modernes qui sévissent en Palestine poursuivent un cauchemar grand-guignolesque de race pure. Pour les nazis, c'était l'aérien, je suis vraiment blanc, l'arien blond aux yeux bleus, pour leurs clones contemporains, les sabras et autres kibbutzim de préférence, avec les mêmes caractéristiques physiques. Les bruns aux cheveux noirs et bouclés de type arabe d'Afrique du Nord craignent plus. Ils ressemblent trop aux occupés. Point d'interrogation. On peut l'imaginer, sans point d'interrogation. Mais curieusement, Aed est une magnifique blonde aux yeux bleus. Et probablement que cette anomalie physique, pour les Ariens, pour les Ariens, pour les Aériens de l'État colonial israélien, doit faire tâche. Ils doivent se perdre en conjectures fumeuses. Non, hélas pour eux, et oui, hélas pour eux. La nouvelle icône de la résistance palestinienne n'est ni bossue avec des poils dans le nez et bronzée comme une olive noire. Et c'est pourquoi nous nous inquiétons pour sa vie. Nous savons par les informations qui parviennent jusqu'à nos yeux et nos oreilles que Tzahal n'éprouve aucun état d'âme à tuer des enfants. Machinalement pourrait-on écrire comme nous le pensons. Alors que lui fait-on subir en prison ? Lorsqu'elle a été arrêtée par la police, ce sont des femmes qui s'en sont occupées. Et leur allure n'était pas vraiment avenante, en tout cas sur les images. Et une certaine faiblesse nous porte à croire que le visage reflète notre être profond, quand il est marqué par lui pour le meilleur et pour le pire. Et dans ce cas d'école de ces femmes policières israéliennes, eh bien, on ne peut absolument pas dire ou croire que c'étaient des bonnes personnes. Alors des gardiennes de prison, nous avons vu un film sur la vie de ces lieux de privation de liberté pour femmes, en Israël évidemment, nous devons avoir un peu les mêmes en France d'ailleurs, on n'est pas beaucoup mieux. Sauf qu'ici les gardiennes ne sont pas des fonctionnaires d'un pays occupant une terre qui n'est pas la sienne, et que leur comportement doit être un peu différent, mais si peu. Nous pensons à toi, Aed, et notre athéisme doit bien vous valoir les prières des croyants lorsque nous évoquons ta vie dans les geôles mortifères israéliennes. Nous manquons de beauté humaine par les temps sinistres qui courent. Tu représentes cette manquante pour nous, et tu nous sauves ainsi du désespoir de vivre. Voilà, camarades auditrices, auditeurs, mon bafouillis du mardi.
concernant l'émission Intifada. Et je pense que maintenant, ma camarade... Ah non, j'ai une petite citation à faire. Non mais c'est trop dur pour moi tous ces trucs-là. Face à la mythologie sioniste, il est bon de rappeler ces vérités. La colonisation n'a pas d'avenir, ni en Algérie, ni en Afrique du Sud, ni en Palestine. Et c'est de Alain Pontvert. C'est ça? Ouais. Oui, Pontvert, oui, voilà. Et puis maintenant, ma camarade Piquet-Cou va vous en conter des bien bonnes à propos de l'histoire de la Palestine. Voilà. C'est son numéro 5 et ce sont pas des choses qu'il faut prendre comme ça, comme on prend souvent les choses radiophoniques, hein. On entend des voix, on entend des musiques. Non, là, on entend l'histoire d'un peuple à l'agonie. Ouais. Alors je reprécise, hein, pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, que je reprends pratiquement mot pour mot un documentaire de Simone Bitton qui est sur le conflit, donc depuis la fin du 19e jusqu'à la première intifada. Donc j'en suis à la partie 5, on est en 1948. Je m'étais arrêtée la semaine dernière au drame de l'Exodus, et où effectivement la commission des Nations Unies devait prendre une décision, comme il fallait stopper le mandat britannique, mais à qui soumettre la souveraineté. À qui appartient la Palestine? Les 11 diplomates hésitent. 8 d'entre eux proposent de partager le pays en 2 États, imbriqués l'un dans l'autre. Jérusalem aura un statut international et ne fera partie d'aucun des 2 États. Les Juifs reçoivent la moitié du territoire alors qu'ils ne constituent que le tiers de la population. Des centaines de milliers d'Arabes devront vivre sous un gouvernement juif. À l'Assemblée générale des Nations unies, le représentant syrien critique ce projet politique, ainsi que tous les représentants arabes, que ce soit le Pakistan, le Yémen ou l'Arabie saoudite, et invite les Européens à donner une terre aux Juifs en Europe s'ils se sentent coupables de la persécution des Juifs. Le représentant pakistanais anticipe le futur bain de sang et, avec l'Iran et la Yougoslavie, propose un État fédéré, mais il n'en sera rien. La résolution est votée par 33 voix pour et 10 abstentions, dont le Royaume-Uni et la Yougoslavie. Dès le lendemain, les Arabes sont dans les rues de Jérusalem et clament que ce qui a été écrit en noir à New York sera effacé en rouge en Palestine. La foule attaque le centre commercial juif. Les Juifs ripostent par des plastiquages. 7 morts le premier jour, 160 les 2 premières semaines, 450 en un mois. C'est une guerre qui débute sous le regard impassible des Britanniques, dont le mandat se termine 6 mois plus tard. 1948, l'année de la catastrophe pour les Palestiniens. Ben Gourion sait que le vote des Nations Unies n'est pour le moment qu'un morceau de papier. Il achète des armes en Tchécoslovaquie et décrète la mobilisation générale. Avant le départ des Anglais, il veut contrôler les régions arabes et élargir les frontières de l'État juif, attaquer plutôt que de se défendre. Le 9 avril, un mois avant la fin du mandat britannique, l'Irgun et le Stern prennent le village de Dir Yassin près de Jérusalem. Avant de le remettre à la Haganah, ils ont massacré tous les habitants, 250 hommes, femmes et enfants. Ben Gourion condamne le massacre, mais Dir Yassin devient un exemple et au fur et à mesure, les villages se vident. Les Palestiniens résistent mais finissent par fuir, de plus en plus loin, de plus en plus nombreux. C'est un exode terrible dont il ne reste comme mémoire que quelques photos et mètres de pellicules. Au port de Jaffa, ils partent vers Gaza ou Beyrouth. Ils laissent des villes désertes. Il reste des ruines, des cadavres dans les rues. En un seul mois, des centaines de milliers d'Arabes ont quitté leur village. Ils sont allés vers Gaza, la Cisjordanie, le Liban ou la Syrie. Ils attendent la fin des combats pour rentrer chez eux. Jusque-là, les leaders des pays arabes n'ont pas bougé. Ils sont submergés par l'afflux des réfugiés. Ils attendent la fin officielle du mandat britannique et n'ont pas tous les mêmes intérêts. Abdallah de Cisjordanie a négocié secrètement avec les Juifs, à condition que lui puisse s'emparer du territoire promis aux Palestiniens. Farouk d'Égypte veut contrôler les ambitions territoriales d'Abdallah, mais ses généraux craignent une défaite militaire. Les présidents syriens, libanais et irakiens sont sûrs de la victoire, ils feront la guerre. Le 14 mai 1948, le dernier haut-commissaire britannique quitte la Palestine. L'après-midi même, Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. Quelques heures plus tard, les armées arabes entrent en Palestine. Parties d'Égypte, de Transjordanie, de Syrie, d'Irak et d'Iban, elles se retrouvent à Tel Aviv et promettent la destruction de l'État juif, le renvoi des sionistes et le retour des réfugiés.
À Jérusalem, la bataille est dure. La Légion arabe de Transjordanie assiège le quartier juif. La Haganah doit capituler, mais Abdallah reste fidèle à sa promesse secrète et ne tente pas de pénétrer dans le territoire israélien. Le représentant palestinien Jamal Bey Husseini, le 20 mai, refuse le cessez-le-feu aux Nations Unies. Le 11 juin, le médiateur suédois des Nations Unies réussit à imposer une trêve. Il est optimiste. En parcourant le pays, il découvre les villages arabes détruits et l'ampleur de l'exode palestinien. Les rapports adressés à l'ONU inquiètent les Israéliens et trouvent que cet homme est dangereux. Le jeune Ishaq Shamir du groupe Stern donne l'ordre de l'assassiner et ses rapports le suivent dans sa tombe. Oui, c'était le comte Bernadette, si j'ai bien compris. Ouais, voilà. Qui s'étaient déjà entremis du temps des nazis. Enfin bref, c'était quelqu'un de trop bien pour les tueurs israéliens. Ouais, alors je précise, si on regarde ce documentaire qui est en lien sur notre blog, je crois sur l'épisode 1, en fait, c'est accompagné donc d'images et il y a vraiment toutes ces images qui sont intéressantes à voir, de voir ces anciens villages, de voir les Britanniques. Enfin, c'est intéressant de tout regarder en même temps. Oui, bien sûr. خبر عن يافا وشراعي في مينا يافا يا أيام الصيد بيافا نادانا البحر ويوم سحر فهيأناه المزدادا نلمح في الخاطر أضيافا عدنا بالشوق إلى يافا فجرا أطلعنا زمدا وشراعا هل كان الصيد وفيرا وغنمنا منه كثيرا قل من صبح لمساء نلهو بغيوب الماء لكن في الليل جاءتنا الريح يا عاصفة هوجاء وصلت ماء بسماء عاصفة البحر الليلية قطعان ذئاب بحرية أنزلنا الصاري أمسكنا المجزام نقسو ونداري والموت بنا طاف قاومنا الموج الغاضب غوضنا البحر الساخط وتشد وتعنف أيدينا ويشد القارب ويومها قالوا إننا ضائعون إننا هالكون في الأبد البارد لكننا عدنا مع الصباح جئنا من الرياح كما يجيء المارد ودخلناها مينا يافا يا طيب العود إلى يافا وملأنا الضفة أصدافا يا أحلى الأيام بيافا كنا والريح تهد تصيح نقول سنرجع يا يافا واليوم الريح تهد تصيح ونحن سنرجع يا يافا وسنرجع يا يافا C'était Yafa par Férouz. Oui, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio qui pleure, et quand il le faut. Bon, bref, vous m'excuserez, mais bon, je suis peut-être un peu trop sensible à certaines choses, à certaines saloperies, voilà. Le 28 février dernier, l'eurodéputée socialiste portugaise Ana Gomes a invité le cofondateur de BDS, Omar Barghouti, à participer à un colloque au Parlement européen sur la colonisation de la Palestine et la complicité de l'Union européenne.
les lobbies sionistes, très actifs à Bruxelles, mais ils ne sont pas actifs qu'à Bruxelles, ils sont actifs partout, ont tout fait pour l'acculer, à annuler l'événement, n'hésitant pas à l'accuser à tort d'antisémitisme. On est en plein dans le sujet. Voilà. Cette fausse accusation a ensuite été relayée par la coordinatrice européenne de la lutte contre l'antisémitisme, Katharina von Schnurben. Voici la lettre de plainte que l'UJFP et d'autres organisations juives européennes, membres du réseau juif européen pour une paix juste, lui ont envoyée. Madame Katharina von Schnurben. Enfin bon, pardonnez mon rire, mais bon, c'est ce patronyme qui m'énerve un peu. C'est avec consternation que nous avons pris connaissance de la campagne diffamatoire visant l'eurodéputée Anna Gomes en lien avec l'événement qu'elle a organisé au Parlement européen le 28 février, intitulé « Les colonies israéliennes en Palestine et l'Union européenne ». Il lui a fallu beaucoup de courage pour inviter le cofondateur de la campagne BDS, Omar Barghouti, alors même que le Parlement européen a voté en mai 2017 une résolution odieuse sur la lutte contre l'antisémitisme reprenant les directives de l'International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, qui assimile la critique d'Israël à de l'antisémitisme. Voilà. L'eurodéputée Anna Gomes a tenu bon, alors même que les lobbies pro-israéliens, la représentation bruxelloise de l'American Jewish Committee et le Congrès juif européen, pour ne citer que, faisaient pression sur elle pour l'acculer à annuler l'événement. Leur objectif était on ne peut plus clair, il s'agissait d'empêcher à tout prix une apparition publique d'Omar Barghouti qui aurait sapé l'accusation mensongère d'antisémitisme qu'ils s'efforcent d'accoler à la campagne BDS depuis des années. Non seulement elle n'a pas cédé, mais elle a même profité de cette tribune pour dénoncer leurs méthodes et leurs agissements. Elle a eu raison de les qualifier de vils, ainsi que de dénoncer leurs mensonges et leurs tactiques d'intimidation, qui nous en rappellent d'autres. Il est en effet inacceptable que des groupes de pression, quels qu'ils soient, tentent d'empêcher la tenue d'un colloque sur la colonisation de la Palestine et la complicité de l'Union européenne. Il en va de la démocratie et de la liberté d'expression. C'est le moins qu'on puisse. Le fait que vous, la coordinatrice européenne de la lutte contre l'antisémitisme, ait relayé ces diffamations par-dessus celles d'antisémitisme, est une honte, et nous tenions à vous le dire haut et fort en tant qu'organisation juive. Comme je disais tout à l'heure, tous les juifs ne sont pas comme le voudraient les Israéliens. Assimiler la critique des politiques coloniales et racistes de l'État d'Israël à de l'antisémitisme est en effet mensonger et dangereux. Mensonger car la critique d'un État ne saurait relever du racisme. Dangereux car cela rend impossible la dénonciation des nombreuses violations des droits de l'homme par Israël, réduisant ainsi au silence la lutte légitime des Palestiniens pour la justice et la dignité. Dangereux aussi pour les Juifs non israéliens, largement majoritaires dans le monde, qui se voient toujours un peu plus associés à Israël malgré eux, et par là même rendus étrangers dans leur propre pays. Car je rappelle qu'un Français de confession juive, son pays, c'est la France. Quel pays que soit quelqu'un qui pratique cette religion, il est d'abord de la nationalité du pays où il vit. Hein, c'est un rappel quand même. Hein, voilà. Mensonger car la critique... Bon, bref, dangereux car cela rend impossible la dénonciation de nombreuses violations des droits de l'homme par Israël, réduisant ainsi au silence la lutte légitime des Palestiniens et Palestiniennes pour la justice et la dignité. Je me répète, mais c'est pas plus mal d'ailleurs de se répéter dans ces cas-là. Dangereux aussi pour les Juifs non israéliens, j'y retourne, largement majoritaires dans le monde, qui se voient toujours un peu plus associés à Israël malgré eux, par là rendus étrangers dans leur propre pays.
C'est aussi illégal puisque vous avez rompu le devoir de réserve auquel sont soumis les fonctionnaires européens dont vous faites partie. Nous vous demandons d'accorder une attention soutenue à la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsqu'elle déclare que l'Union européenne affirme le soutien de la liberté d'expression et d'association qui s'applique sur le territoire des États membres de l'Union européenne, y compris en ce qui concerne les actions BDS menées sur ce territoire. Cordialement, l'Union juive française pour la paix, qu'on vous cite souvent ici, sur laquelle on s'appuie, enfin sur les textes qu'elle publie pour faire cette émission. France, membre du réseau juif européen pour une paix juste, le JJP. L'Union des progressistes juifs de Belgique, membre du réseau juif européen pour une paix juste, EJJI. Voix juive pour une paix juste au Proche-Orient, Judishtim. Oui, c'est du Bosch, donc je vais pas... Bon, bref. Qui se situe en Allemagne. Membre du réseau juif européen pour une paix juste, EJJP. Réseau juif contre l'occupation, COG, Italie. Membre du réseau juif européen pour une paix juste, EJJP. Voix juive pour une paix juste en Israël et la Palestine. C'est encore les fridolins. Bon, juif européen pour une paix juste, EJJP. Bon. Pardonnez-moi de vous avoir infligé tous ces noms d'associations. J'ai été pris au piège de ce que je... Oui, c'est tous les signataires de cette lettre. Oui, absolument. Mais relevez quand même que cette députée européenne, qui est poursuivie évidemment par la grande majorité de ces députés, et qui rappelle quand même à son devoir ou à ses textes fondateurs, l'Union européenne, qui n'en a rien à battre, un peu comme les Israéliens, à propos de toutes les résolutions de l'ONU concernant les droits de l'homme, la justice, les criminels de guerre et tout. Voilà, on est sur la même longueur d'onde que... Enfin, l'Europe, parce que nous, on n'y est pas, hein. Je vous le dis tout de suite, on ne vote pas d'ailleurs. Bon, que l'Europe est sur la même longueur d'onde que l'État criminel colonial israélien, pardon. Voilà, enfin bref, vous avez compris qu'on les aime pas beaucoup. Hein. Ouais, alors c'est vrai que nous, on travaille avec le site de l'UJFP, l'Union française juive pour la paix. Il y a quelques infos qui sont donc intéressantes à rapporter. Il y a un article sur comment Stephen Hawking a soutenu la cause palestinienne. Stephen Hawking, c'est ce physicien qui avait une grande maladie, qui était handicapé, qui était en fauteuil roulant, qui s'exprimait à l'aide d'une tablette. Et en fait, il a été invité à boycotter une conférence de haut rang en Israël. C'était en 2013. Donc, il travaillait à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Et donc, il avait été invité par le président Shimon Peres. Donc, il pensait y aller, tout en critiquant quand même la politique d'Israël. Mais en fait, il a reçu de nombreux emails de la part d'universitaires palestiniens et qui étaient unanimes quant au fait qu'il devrait respecter le boycott. Donc, il a dit, compte tenu de cela, en fait, je dois me retirer de la conférence. Donc il ajoute, si j'avais participé à la conférence, j'aurais exprimé mon opinion sur le fait qu'il est très probable que la politique de l'actuel gouvernement israélien conduise à la catastrophe. C'est ce qu'il disait dans sa lettre. Mais donc il a préféré boycotter et cette décision a été largement célébrée par des militants et universitaires palestiniens qui ont vraiment apprécié son soutien au boycott académique d'Israël. Voilà, c'est ce que dit Omar Barghouti, justement, l'un des fondateurs du mouvement boycott des investissements sanctions. Oui, c'est vraiment cet homme qui vient malheureusement de disparaître, qui a une vie... fallait voir les photos de lui dans son fauteuil roulant, mais qui a jamais perdu pied, mais qui a vraiment un grand intellectuel, un immense physicien, et qui a quand même, voyez-vous, c'est des voix comme ça, je suis sûr que si Einstein avait été ici, il aurait eu la même réaction, voilà, qui a boycotté, si vous voulez, une conférence où il devait aller en Israël. Voilà, il faut quand même du courage, et il faut quand même, malgré tout ce qui l'accablait physiquement, il avait encore cette énergie pour dire non à cette espèce d'entreprise de séduction culturelle israélienne qui sévit aussi dans le monde entier, qui a des relais partout.
Ouais. Alors une autre info qui est importante justement, c'est le cri d'alarme du directeur de l'UNRWA. L'UNRWA est un organisme qui s'occupe des réfugiés palestiniens, je crois, depuis 1948. Et il y a un risque de radicalisation et d'exode des réfugiés palestiniens, justement, depuis que Trump a suspendu une partie de l'aide américaine à cette agence de la l'ONU. quasi-totalité, puisque sur 260 millions, il n'y en a plus que 60. Donc effectivement, c'est 5 millions de réfugiés palestiniens qui sont en danger. C'est le message qu'envoie Pierre Kranbull, qui est commissaire général de l'UNRWA. Oui, donc ça a bien été créé en 1948 pour répondre aux besoins des populations palestiniennes expulsées. Et donc cette aide sert à la scolarisation des enfants. Et donc, il y a une grosse peur qu'effectivement, ces enfants, justement, après livrés eux-mêmes, s'ils ne peuvent plus aller à l'école et être entourés, se radicalisent. Et il a peur d'une extrême violence. Alors, il pense que jusqu'au mois de mai, il fait appel aux pays qui n'ont pas encore versé leurs fonds pour à peu près avoir de l'argent jusque-là. Mais il dit qu'ensuite, on ne sait pas trop où ça va aller, quoi. Non, mais vous imaginez Israël, Trump, bon, on n'en parle même pas parce que c'est pas intéressant. Mais comment ces Gazaouis, particulièrement, vont pouvoir 2 millions d'êtres humains enfermés, bombardés, mitraillés, perquisitionnés, etc., sans moyen d'approvisionnement, sans eau, sans électricité, et qui survivent grâce à ce fonds de secours. Comment ça va se passer? Comment on peut imaginer? C'est inimaginable. Voilà. Eh ben, on en est là. Voilà. Et l'Union européenne et la France et tous les pays soi-disant démocratiques du monde entier s'en battent. Oui, alors il faut préciser que cet organisme, justement, cet argent sert à garder, il y a 700 écoles, donc ça fait 1,5 million d'élèves, il y a 140 cliniques, donc avec 3 millions de visites de patients par an, donc c'est très important. Donc il y aura une conférence ministérielle à Rome le 15 mars, où ils vont essayer de chercher une solution. Les pays du Golfe, on demande si les pays du Golfe ont prévu d'augmenter leur aide. Alors, ils précisent qu'il y a une grosse participation des pays du Golfe, de toute façon. Donc voilà, quelles conséquences la diminution de l'aide peut-elle avoir sur le quotidien des réfugiés palestiniens? Tous ceux qui se trouvent en Cisjordanie, à Gaza, en Jordanie, en Syrie, au Liban, ont déjà des conditions de vie quand même extrêmement difficiles. Donc il a peur qu'effectivement, ils puissent ensuite basculer dans cette violence, quoi. Et je rappellerai quand même un point important, c'est que le pays occupant est, d'après les textes internationaux, d'après les conventions internationales, est responsable, si vous voulez, du bien-être des occupés. C'est-à-dire, du bien-être, c'est un mot quand même assez cynique pour parler des gens occupés, mais enfin c'est comme ça. Il doit s'en occuper, il doit pourvoir à leur si vous voulez, ce qu'il y a d'essentiel pour pouvoir vivre, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les hôpitaux, etc., la nourriture et tout. C'est le pays occupant qui en est responsable. Israël n'a rien à foutre, comme du reste d'ailleurs. Et donc voilà pourquoi, si vous voulez, les Palestiniens sont aussi dépendants de ces aides internationales, voilà. Qui devrait normalement les aider à vivre sans les subventions américaines. Il faut préciser qu'effectivement, les enfants de Gaza sont jamais sortis de Gaza, il y a peu d'avenir. Donc si en plus ils ont même pas ce minimum d'éducation, c'est terrible. Et ils peuvent même pas se baigner parce qu'il y a la mer à Gaza, mais ils peuvent pas se baigner parce qu'ils se font tirer comme des lapins par Tsahal. Voilà, on en est là. Alors, non mais écoutez, de dire des choses comme ça, parce que nous on lit pas mal, on écoute pas mal de choses, etc. Mais de les évoquer de vive voix dans cette radio, c'est très très difficile. Voilà. Ouais. Une autre info qui celle-ci est plus sympathique, c'est la relaxe confirmée du président du collectif BDS dans le département 57, au terme d'une seconde audience devant la cour d'appel. Voilà, donc pour l'instant c'est pas criminel. Donc, oui, mais c'est ça qui est curieux, c'est que la justice elle suit pas les réquisitions du parquet pour ces choses-là. Voilà, je rappelle que le parquet est aux ordres et à la botte des gens qui nous gouvernent. Donc voilà. Donc il y a quand même encore un petit peu de justice dans ce pays à propos
des séquelles de l'occupation de la Palestine, quoi. Ouais, alors là, il précise dans cet article que l'avocate a fait un gros travail, parce qu'effectivement, on dit que c'est une exception française que le BDS soit criminalisé en France. Il est même pas aux États-Unis. Je répète à chaque fois la même chose, mais enfin, c'est pour vous donner une idée des gens qui nous gouvernent, dans quel ils pataugent, dans quel marécage. On a l'impression de se retrouver en 1900, toujours la même chose, pendant l'occupation nazie, où les pétainistes et les vichistes, etc., étaient aux manettes et persécutaient tout ce qui bougeait, et qui n'était pas d'accord avec eux ou avec les Allemands. Voilà. Alors précisons aussi que ça peut fonctionner parce qu'il y a des comités de soutien très efficaces, des gens nombreux, pacifistes qui viennent et qui font nombre, quoi. Oui, bien sûr. Mais bon, dans tous ceux qui font nombre, il y en a quelques-uns qui se retrouvent aussi fichés et puis au moindre truc, paf, cabane. Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement, les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Jacques Brel, il nous faut regarder. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Intifada, Soulèvement, du 20 mars 2018, c'est aujourd'hui, évidemment. Bon, vous venez d'écouter notre petit Brel, notre grand Brel, pardon, excusez-moi, encore un Belge. C'est vraiment des bons, les Belges, quand ils sont bons, en tout cas. Voilà. On va maintenant faire un point presse. C'est ma camarade Piquet-Cou qui va s'y coller. Peut-on critiquer justement le gouvernement israélien? Et c'est un article de Ciné Mensuel, voilà. Ouais, un article de Ciné de ce mois-ci, ça fait du bien. On n'en attendait pas moins, mais malgré, voilà, la Ciné est mort, mais son journal continue à distribuer ses idées, ça nous plaît bien. Donc effectivement, c'est toute une page sur peut-on critiquer le gouvernement israélien. Donc toute personne qui critique la politique d'Israël sait qu'elle s'expose à de violentes attaques, impressions, insultes, menaces et surtout d'être accusée d'antisémitisme. La ficelle quoi grosse fonctionne plus que jamais. Donc c'est un colloque qui est organisé par l'association France-Palestine Solidarité et qui s'est tenu au Sénat sur cette question. Donc c'est important que ça puisse se tenir au Sénat. Enfin, l'article raconte un petit peu ça et de cette journée, il en est ressorti un droit à 6 principes qui sont le
droit de s'exprimer, la condamnation du racisme sous toutes ses formes, le refus des amalgames, la résistance aux pressions et aux intimidations, la défense des moyens pacifiques d'agir et le développement d'un débat libre et démocratique. Donc après, voilà, il faut lire l'article pour en avoir un petit peu plus, mais c'est important de souligner cet article dans Ciné Mensuel. Tout à fait. Pour le point presse, c'est un autre article qui est sorti il y a quelques temps dans Libération. C'était justement sur l'état d'Israël. Et l'article s'intitulait « En Israël, l'extrême précarité des rescapés de la Shoah ». Et donc cet article nous montre que effectivement, un quart des rescapés de la Shoah en Israël vit sous le seuil de pauvreté, qu'Israël est régulièrement pointé par l'OCDE comme l'un des pays les plus inégaux du monde, qu'environ 20% de la population y vit sous le seuil de pauvreté et que le coût de la vie, particulièrement l'alimentation et les loyers, y est comparable aux grandes capitales occidentales. Et dans ce contexte, les rescapés de la Shoah sont une population particulièrement vulnérable et l'indigence de nombre d'entre eux est un symbole dérangeant pour l'État hébreu. Selon une étude gouvernementale de 2015, 45 000 des 189 000 survivants installés en Israël vivent avec moins de 3 000 shekels par mois, c'est-à-dire 720 €, soit le seuil de pauvreté. Encore, la situation s'est améliorée depuis que le gouvernement leur verse une petite allocation mensuelle. Alors c'est vrai que c'est pas la Palestine directement, mais ça c'est pour comprendre qu'en fait justement cet État n'est rien d'un État démocratique, et que cet État qui nous est vendu au nom des rescapés de la Shoah, en fait, font partie des mal lotis de ce pays. Oui, bien sûr, ils se servent de cette Shoah, de ce drame terrifiant, pour continuer à assurer leur prédation sur la terre palestinienne. Voilà. Et c'est vraiment... Mais c'est tellement gros, Parce que nous, on est allé, enfin, vous le savez peut-être, on est allé à une soirée où il y avait justement Janina, cette rescapée de la Shoah, justement, qui vit en Israël. Et on en est ressorti un peu plus conforté dans notre idée qu'il y avait beaucoup de non-dits sur les exactions envers ses propres citoyens de l'État d'Israël, oui, bref. Voilà. Ouais. Voilà, point presse, je pense que ça suffit peut-être pour cette fois-ci. Après, un petit point culturel, c'est un poème donc qui s'appelle Jaffa, parce que j'insiste toujours sur effectivement que diffuser cette culture palestinienne est très importante justement pour faire connaître le peuple palestinien. Donc là, ce poème s'appelle Jaffa, et je pense que c'est les paroles de la chanson que nous avons mis tout à l'heure, interprétée par Férouz. Férouz et les frères Rabbani, qui sont des musiciens. Donc, je me souviens d'un jour où j'étais à Jaffa. Raconte-nous, Jaffa. Ma voile était au port de Jaffa. Ô jour de pêche à Jaffa. La mer nous a appelés, et au crépuscule nous avons préparé la rame. Nous apercevons dans le présent des spectres. Nous sommes retournés à Jaffa par la nostalgie. Nous avons pris la mer à l'aube, couverts de blessures. Comme une goutte, nous nous sommes perdus et la côte a disparu. Est-ce que la pêche a été bonne ? Nous avons rempli nos cales, jouons avec l'eau du matin au soir, mais la nuit, le vent a soufflé. Ô tempête folle, toi qui as relié l'eau et le ciel, la mer en furie, la nuit est comme des troupeaux de loups de mer. Nous avons baissé les voiles et pris les rames en main. La mort nous entourait, mais nous avons résisté aux vagues furieuses et nous avons dressé la mer houleuse. Les mains serrées, la chaloupe tenait toujours. Ce jour-là, ils ont dit que nous étions perdus, que nous étions morts dans l'éternité froide. Mais nous sommes revenus au matin, tel retournerait le géant, et nous sommes rentrés au port de Jaffa. Qu'il est beau le retour à Jaffa, nous avons rempli le rivage de coquillages. Ô beau jour de Jaffa, au vent soufflant et hurlant, nous avons répondu, nous retournerons à Jaffa. Et aujourd'hui, au vent violent et hurlant, nous retournerons à Jaffa, Ah oui, c'est extrêmement touchant. Voilà, alors les frères Rabbani qui ont fait la musique ont représenté pour des générations de Libanais en fait une alliance entre l'art, la joie, l'aurore. Donc ils ont été souvent portés par la voix de Férouz qu'on entendait tout à l'heure, qui la résumait et l'accompagnait d'une manière assez merveilleuse. Et grâce aux frères Rabbani, en fait, chaque Libanais apparemment se sent plus libanais, chaque Palestinien plus palestinien, chaque Syrien plus syrien, et tout Arabe plus élevé dans son être même. Voilà, magnifique. Et puis, nous passons
au lire à Publico avec Les Matins de Jénine, Alors, que ma camarade a lu. Alors, moi, je pleure à la radio, mais elle pleure en lisant. ouais, moi aussi, quand je C'est suis toute pour- seule, Oui, bah oui. je pleure quand je suis toute seule chez moi. Alors, les Matins de Jénine, c'est un livre qui a été écrit par Suzanne Aboulaoua. On en a parlé il y a 15 jours parce que j'avais lu un de ses textes justement sur un Palestinien qui attendait de passer le checkpoint, checkpoint, avec ouais, son ouais. sandwich qui pourrissait de plus en Ouais, plus et ouais. qui avait la chance, je ne sais plus, d'être appelé ou pas, voilà, de passer. Et donc, Le Matin de Jénine, c'est un livre qui va raconter toute une famille. C'est un livre qui est né donc du conflit politique, c'est en 48, l'année de la naissance d'Israël. Donc, il y a la famille d'Hassan et de Dalia, qui sont des Palestiniens qui habitent au village de d'Ain Od et qui vont être obligés de quitter leur village. Et donc, il y a des descriptions magnifiques sur ce qu'ils vivent. Cette femme Dalia est famille bédouine, élevée quand même très sévèrement par son père. Et donc, Dalia et Hassan vont avoir 3 enfants. Il y a un garçon Youssef, il y a un garçon Ismaïl, et cette fille, une petite dernière qui s'appelle Aman. Et en fait, Ismaël va être enlevé par des soldats israéliens, donc va être élevé comme un Israélien, comme un soldat. Youssef va rentrer dans les conflits et pour sauver son peuple. Et la petite dernière, elle va finir par aller étudier aux États-Unis. Et donc, on va voir ce livre, les rapports des uns avec les autres, comment ils se retrouvent au fil des années, comment il y a beaucoup de morts aussi. Mais il faut vraiment le lire pour comprendre ce qu'ont pu vivre ces Palestiniens. Je pense, on est complètement en immersion, tant dans ces paysages que dans la dureté de leur vie, toutes ces peurs qu'il y a quand Israël bombarde. Ça se termine sur l'attaque du camp de Jénine en 2002. C'est absolument terrifiant quand les bulldozers rentrent partout dans le camp de réfugiés. Enfin, effectivement, moi, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de difficultés à lire, pas par le style, au contraire, j'avais envie de lire, mais je pleurais énormément. Ça me touchait énormément. Oui, bien sûr, c'est insoutenable tout ce qu'on peut lire. Oui, elle m'a repassé, Dominique, un bouquin que j'ai acheté, en tout cas, c'est La Maison au citronnier. J'arrive pas à lire. Janina, j'arrive pas à lire. Alors j'ai demandé qu'elle me repasse Les Matins de Jénine. Peut-être que je pourrais. Elle est un peu sceptique, mais enfin on sait pas. Hein. Ouais, alors Les Matins de Jénine, on peut le commander à Publico, bien sûr. C'est sorti en presse pocket et c'est sorti chez Babelio. Oui, parce que si vous voulez, toutes ces informations qu'on vous donne, tous ces ressentis qu'on essaye de faire passer, et c'est quand même c'est vraiment épuisant, c'est quelque chose. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui en ont rien à battre, qui sont au foot, qui sont touchés par rien, sauf par leur petit nombril. Mais quand on essaye de comprendre un peu, en tout cas, ce qui se passe là-bas, dans ce tout petit pays meurtri, je dois dire que c'est un vrai traquenard, parce que pour la sensibilité, puisqu'on en prend plein la gueule, et que c'est surtout déprimant parce que on n'imagine pas une solution. Voilà, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on sait que d'un côté, il y a la force brutale, monstrueuse d'un occupant, dont le but final est l'extermination totale du peuple palestinien, il faut le dire. Hein. Et enfin, en tout cas, s'il l'extermine pas physiquement, il y en aura plus en Israël, enfin en Palestine. Voilà, c'est leur but ultime. C'est chez eux là-bas, c'est la terre promise. Par qui, on se le demande, parce que comme nous, on est complètement athées, on voit pas ce qu'un Dieu vient foutre là-dedans. Mais enfin bon, c'est leur croyance stupide, comme toutes les croyances. On a le droit de le dire, encore en France, je pense, on verra bien ce qui se passera par la suite, mais bon. Voilà, et donc, c'est quelque chose... vous inquiétez pas, hein, on va tenir le coup, mais bon, de temps en temps, on leur ramasse des grands coups sur la gueule, voilà. Alors, moi, je connais Matin de Jénine, que ma camarade a lu jusqu'au bout, quand même. Hein, voilà, ah non, c'est vraiment, il faut lire ce livre. Hein. Il a été traduit dans plusieurs langues, il a reçu des prix, mais c'est vraiment mérité. Ouais, tout à fait. Si tu le dis. Hein. Tu parles un petit peu de la... Oui, alors maintenant, je vais vous parler d'un livre qui m'a refilé, encore une fois.
C'est un livre écrit par José Pablo Garcia, un dessinateur espagnol, voilà, qui s'appelle Vivre en terre occupée, qui rappelle un petit peu... C'est une BD. Hein. Oui, une BD qui rappelle un petit peu une autre BD. Qui rappelle les chroniques de Jérusalem voilà. de Guy Delisle. Voilà. Mais c'est un voyage en Palestine de Naplouse à Gaza et c'était financé par Terre Occupée Org, je crois que c'est ça. C'est l'agence contre la faim, l'action contre la faim espagnole. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est édité par la boîte à bulles, une boîte qu'on aime bien parce qu'elle édite, entre autres, les carnetistes tribulants, c'est ça. Voilà. Alors, bon, je l'ai lu. Comme j'étais encore resté sur Chronique de Jérusalem, au départ, j'étais un petit peu, pas déçu, mais un petit peu désemparé. Parce que c'est quand même la démarche, en tout cas, est assez proche. Voilà. Sauf que les commanditaires sont pas les mêmes, sauf que les intervenants dans ce livre sont pas les mêmes. Mais en tout cas, ce qui est exactement pareil dans les deux livres, c'est la vision de deux illustrateurs, auteurs, sur un pays qui est la Palestine occupée. Voilà. Et Israël accessoirement, puisque c'est Israël qui occupe. Voilà. Et encore, alors, on pleure pas, parce que le dessin, on l'appelle pas, c'est pas dramatique, pas un dessin si vous voulez, c'est pas du Goya ou c'est pas des choses comme ça, mais c'est pas le radeau de la Méduse non plus, c'est pas Delacroix qui travaille dessus, mais malgré la simplicité du dessin, on pourrait dire peut-être même la banalité du dessin, ça fait passer d'une manière un peu tranquille, mais assez efficace, si vous voulez, ou même si vous voulez pas, rien à battre, ça fait passer l'histoire qui se déroule là-bas, qui est une histoire tragique, comme vous le savez, maintenant j'espère un peu, et nous conforte dans l'idée que l'injustice dont sont victimes, l'injustice, la cruauté, l'indifférence dont sont victimes les Palestiniens n'est pas du tout une chose imaginée ou inventée, c'est pas du domaine du cauchemar, c'est du domaine de la réalité qui est cauchemardesque, mais c'est pas dans la tête, c'est dans la réalité, dans la vie. Voilà. Et là, page après page, avec des petits dessins comme ça, tranquille, pépère, poète, eh ben, on rentre dans le vif du sujet, dans le vif, si vous voulez, d'une occupation terrifiante, voilà, c'est pas forcément dans les scènes de massacre, etc. C'est pas un thriller gore, hein, un thriller gore. Non, c'est une BD où on voit des choses historiques qui ont été vécues, et cette BD aussi a été vécue par ce dessinateur et ces bénévoles qui aident les Palestiniens à survivre, voilà. Ouais, en fait, il est resté 10 jours. Alors, c'est vrai que Guy Delisle lui était resté une année complète. Ouais. Donc là, c'est forcément plus concis, mais effectivement, l'indigence, la pauvreté, les problèmes d'eau, d'approvisionnement, tout ça est quand même bien noté et pointé dans ces quelques pages, quoi. Oui, et surtout, moi, ce qui me perturbe grave, c'est de voir, si vous voulez, de constater une fois de plus la gentillesse, l'humanité des Palestiniens. Voilà, ils sont, mais comment dirais-je, massacrés, ils sont torturés, on rase leurs maisons, on bombarde leurs villes, on emprisonne leurs enfants, quand on les tue pas, hein, leurs femmes, etc. Et ils restent ouverts, des hôtes merveilleux, voilà. Et c'est pas nouveau parce qu'on a lu des livres, il y a ces BD, il y a des films, et c'est toujours la même chose. Ces gens. Mais c'était la même chose aussi pendant la guerre d'Algérie avec les Algériens. Pendant la guerre d'Algérie, j'étais adolescent, enfin plus proche de la maturité que de l'adolescence, mais quand même. Et j'avais un ami qui était un berbère, qui s'appelait comme par hasard Mohamed. Et en pleine guerre d'Algérie, il m'a emmené à Paris, dans mon premier restaurant arabe, où je mangeais un couscous, mais vraiment le couscous du prolo. Il n'y avait pas de viande, il n'y avait que des légumes. Le dessert, c'était une banane, et puis on buvait du thé. Mais voilà, mais malgré les massacres dont son pays était victime, dont lui a été victime aussi, puisque un jour il a disparu après des descentes de police périodiques dans sa petite maison. Bref, bon, j'en passe. Mais il fallait, voilà,
et j'en ai connu d'autres, des Algériens à cette époque, pareil, aussi gentils, aussi humains, aussi voilà, ouverts. Bon, bref, c'est exactement ce que vous retrouverez dans ce livre. Le parallèle entre cette humanité et l'inhumanité de l'occupant vous sautera au paf ou au pif, comme vous voulez, en lisant ce livre, et c'est important quand même de le lire, d'en parler et de le faire acheter par vos relations. Ouais, il coûte 15 €. C'était donc à la boîte à bulles, et moi je l'ai trouvé dans le petit libraire à côté de chez moi. Je suis honteux, j'ai pas été jusqu'à Publico, mais voilà, j'ai fait vivre le commerce local. Oui. Non, voilà, si vous voulez, il y a une masse d'informations quand on sait où la trouver sur cette histoire assez terrifiante. On se demande ce qu'en diront les historiens dans 50 ou 100 ans, si la Terre existe encore, mais bon, ça ne sera pas des choses très très jolies. Voilà. Ouais. L'agenda, on termine avec l'agenda. Il y a beaucoup de rendez-vous quand on regarde soit le site de l'UGFP, soit Démosphère. Démosphère est un site qui récapitule justement toutes les soirées militantes en Île-de-France. Donc il y a un premier rendez-vous, c'est demain, mercredi, donc 21 mars à 20h30. C'est au cinéma Le Méliès, c'est en ouverture du festival palestinien. C'est un film qui s'appelle Ghost Hunting. Donc c'est à 20h30 au cinéma Le Méliès. Le festival du film palestinien, je crois, lui, est un peu plus tard dans le calendrier, mais il y a cette soirée demain soir au Méliès. À Montreuil. À Montreuil, voilà, au métro mairie de Montreuil. Le jeudi 22 mars à 19h, c'est à Paris 11e, donc c'est au CICP, 21 Terre rue Voltaire. Il y a une soirée BDS sur l'importance des boycotts culturels et universitaires. Alors, j'ai noté plein de choses. Il y a le 24 mars, c'est à Villeneuve-Saint-Georges. Il y a musique et indépendance, exemple la Palestine, le quotidien. Là, c'est une grande journée. Donc, il y a une diffusion d'un film qui s'appelle Just Play. Il y a une conférence avec un membre de l'association de l'UJFP. Et il y a de la musique avec Safwan Kenani, qui est un musicien violoniste qui devient de Nazareth. Il y a une exposition, et il y a un repas traditionnel palestinien. Donc là, il faut réserver des places, mais c'est une grande journée autour de la Palestine. Je pense que c'est dans le cadre 2018, année de la Palestine. Qu'est-ce que j'avais noté ? J'ai noté le 28 mars, désobéir pour la Palestine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Le 28 mars, désobéir pour la Palestine, c'est c'est au café à la ville d'Épinal, ça c'est 5 rue d'Alsace au métro Gare de l'Est, c'est un café philo. Pourquoi et comment donc désobéir par la Palestine ? C'est à 18h, pour la 18h30 pour la Palestine, c'est à 18h30. Le 26 mars, c'est au Cosmos à Fontenay-sous-Bois, c'est la projection du film Wajib qu'on avait vu déjà à Montreuil. Ouais. Je donne plutôt ce qui se passe en France ou en Île-de-France. Le dimanche 1er avril, c'est à Saint-Denis au cinéma L'Écran 14 au passage de l'Aqueduc à 14h. C'est la projection de Chroniques de Beyrouth de May Masri. May Masri, je crois que c'est cette réalisatrice qui avait le film 3000 nuits, justement, de cette jeune femme qui va passer toutes ces 3000 nuits en prison. Ouais, on l'avait vu aussi. Voilà. Et le jeudi 5 avril à 19h30, c'est toujours au CICP, c'est une rencontre débat, Bédouins d'Israël et Palestiniens de Cisjordanie, même combat. Voilà, ça fait déjà pas mal pour remplir l'agenda des 15 jours suivants. Là. Et avant de vous dire au revoir, je voudrais remercier Geneviève pour son coup de téléphone. C'est très gentil, c'est vraiment une camarade, une ex-camarade EFA qui ne l'est plus pour des raisons personnelles, mais bon, voilà, ça fait du bien. Ouais. Il y aurait aussi un petit mot rapide à dire sur ce que apparemment Henrik nous parlait sur la liste du cinéma, du festival du film israélien qui a lieu en ce moment à Paris, qui est fait à grand renfort de sécurité de camions de flics, et où il y a une série qui s'appelle Fauda qui est diffusée, une série qui a été achetée par Netflix avec une diffusion mondiale et qui est jouée que par des Israéliens et qui montre les Arabes tels que les Israéliens ont envie de montrer les Arabes. Donc voilà, c'est pas du à voir absolument pour la critiquer. Oui, pour vous rendre compte de quel bois se chauffent ces Israéliens, de ce qu'ils font
d'horrible, il n'hésite Voilà. devant rien. Voilà. Voilà, et se méfier, parce que c'est un moyen effectivement Ouais, aussi c'est- culturel de brouiller les esprits Bien et sûr. d'avoir cette vision Absolument. des Arabes. quoi. Absolument. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait déjà un premier tour de ce qu'on pouvait dire là pour cette heure d'intifada. On vous retrouve donc dans 15 jours pour continuer les infos. Quoi. Oui, voilà. Si vous avez le courage de les écouter, comme moi, on a un peu le courage de les diffuser. Et on termine avec Julia Boutros, Win al-Malayin. الشعب العربي وين الغضب العربي وين الدم العربي وين الشرف العربي وين وين الملايين وين نحن الحق ونحن الثورة وهم أصحاب الفيل شيل الحق وشيل الثورة طيور الأبابيل لازم نرميهم بحجارة حجارة من سجيل نحن الحق ونحن الثورة وهم أصحاب الفيل شيل الحق وشيل الثورة طيور الأبابيل لازم نرميهم بحجارة حجارة من سجيل لا نرجع لا نسمع الأمر وكلمة في تبطيل اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع لو نفنا تريد أبينا أبدو يا زمان أبدا ما تهونا راضينا والثورة عنوان اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع في صدرنا خزان رشاشة من كل خلق الليل وين الملايين الشعب العربي وين الغضب العربي وين الدم العربي وين الشرف العربي وين وين الملايين الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون يشمت يقتل يدفن يكبر أرضي ما بتهون الأحمر والأخضر في طعم الليمون الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون يشمت يقتل يدفن يكبر أرضي ما بتهون الأحمر والأخضر في طعم الليمون نار الثورات ونسعى نحن المنتصرين أقوى من الجبال أكبر من الرمال أقوى من الجبال أكبر من الرمال داخل الاعتقال نغني شهداء حيين خارج الاعتقال نقاتل لا نرجع للدين اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع اللي في وسط